Bienvenue à tous, un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Mois de juillet, mois aussi de grands défis, dit-on. En tout cas, notre contribution, nous la porterons chaque jour que besoin est. Et pour la cause, on se retrouve cette fois pour parler constitution béninoise. La loi fondamentale béninoise, à nouveau sous les feux de la rampe. Fin de semaine écoulée, la représentation nationale a enregistré une proposition de loi portant amendement de la constitution du 11 décembre 90. L'initiative est de 8 députés, tous de la majorité parlementaire. Dans leur rang, 3 anciens présidents du Parlement, Bruno Amoussou, Antoine Kolaoleidi et Mathurin Kofinago, pour ne pas les nommer. La finalité d'une telle proposition introduit dans la Constitution des dispositions susceptibles de conduire à l'abolition de la peine de mort, à une plus grande représentativité des femmes à l'Assemblée nationale et à la création de la Cour des comptes. Non, puis, un dernier point, l'organisation désormais au Bénin d'élections générale afin de faire de l'économie à l'État béninoise. Proposition d'amendement de la Constitution du Bénin, une démarche républicaine où le prétexte parfait pour assouvir un dessein politique. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Avec moi sur ce plateau, un politiste, un observateur averti de l'actualité sociopolitique sur le continent. À ma droite, Nathaniel Kitty, politiste. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la FADESP de l'Université d'Abomey-Calavi. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. Un plaisir vraiment partagé quand on sait que de l'autre côté, on est très sollicité, très occupé. En face de vous, Maître Alain Ourola, avocat au barreau du Bénin. Alors, une fois encore, a dû se plier en 4 pour être avec nous, en dépit des obligations de l'autre côté. Analyste, il est également très averti, ce n'est plus la peine de le répéter, de l'actualité sur le continent. Il est avec nous ce matin pour apprécier ce nouveau vent qui souffle sur la loi fondamentale béninoise. Maître Alain Ourola, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé. Toilettage de la loi fondamentale béninoise, le sujet est à nouveau sur tapis. Relancé non pas par l'exécutif, mais par les élus du peuple. Et il est question cette fois-ci, en croire les auteurs, de procéder non pas à une révision de la Constitution, mais juste à son amendement, ce que certains acteurs de la société civile ont appelé une intervention chirurgicale. Le juste milieu, disent-ils. Et pourtant, Maître Alain Ourola, ça n'a pas suffi pour susciter un tollé général. Il ne s'agit pas de réviser la loi fondamentale béninoise, mais apporter ce qu'il faut, un petit grain pour la rendre au goût du jour. Mais ça n'a pas suffi pour apaiser les ardeurs. Merci Joël. Il ne faut pas être dupe. Je veux dire, après ce que le peuple a vécu, après l'échec retentissant du projet de révision de la Constitution, je crois que toute velléité de revenir sur le sujet peut et doit être perçue comme une provocation, comme une forme de témérité et comme un désir, n'est-ce pas, d'humiliation supplémentaire. Quand il y a une plaie quelque part, toute atteinte rouvre la plaie, qui reste, la blessure reste béante. Donc je pense que c'est trop tôt pour revenir sur ce dessein de révision. Il n'y a pas de petits mots, amendement, toilettage, etc. On ne peut pas bricoler avec la Constitution. Elle a besoin d'être... On ne peut pas bricoler. On ne peut pas bricoler. Ce terme-là, nous n'en sommes plus... Ça fait pas un peu trop pour ce qui veut être fait. La méthode utilisée, et j'emprunte ce mot à Joseph Djokbenou, le timing, je lui emprunte aussi ce mot, le contexte sont de telle nature que reparler aujourd'hui d'une retouche de la Constitution, c'est provoquer un débat et une polémique. Donc, il ne suffit pas de dire amendement, ce n'est pas une question de vocabulaire, ce n'est pas une question cosmétique. Notre loi fondamentale doit être traitée avec le respect qui lui est dû. Elle a besoin d'être réformée. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des choses à revoir fondamentalement, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, d'autant qu'il y a déjà eu un premier problème, celui de l'échec de la révision, qu'il y a le problème du personnel politique qui est disqualifié, qui s'est disqualifié. Qu'y a-t-il que l'on veuille aborder à 6 mois
de la prochaine législature, même s'il y a la continuité de l'État, et qu'ils ne puissent pas attendre les 6 mois qu'il y ait une nouvelle mandature pour qu'on pose le problème du quota des femmes qui est antique et contraire à la Constitution. On y revient, Maître Alain Roula, oui, puisque des points saillants ont été évoqués par les acteurs de cette proposition. On y revient très rapidement. Pas dans le fond, ok, allez-y. De ce personnel qui est disqualifié. Et dans votre introduction, vous avez parlé d'une initiative parlementaire. Oui. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de Parlement à part, de Cour constitutionnelle à part. Il y a une complicité. Nous voulons bien qu'il y ait une coopération, une collaboration entre les institutions, mais il y a une complicité un peu dérangeante entre le Parlement, l'exécutif et la Cour constitutionnelle. Il y a un mélange des acteurs qui ne permet plus de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est plus pour la République. En tout cas, est-ce que ce mélange pousse à penser, Nathanaël Ketty, à un mélange de genres? En tout cas, je sais que la question préoccupe aussi les universitaires qui trouvent matière à réflexion, aussi d'analyse sur la forme. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre la démarche quand on sait qu'au nombre de ceux qui portent aujourd'hui l'initiative, il y a d'anciens présidents du Parlement et qui savent ce qu'ils sont en train de faire, justement? D'abord, je voudrais préciser que la révision de la Constitution d'un pays est une question de haute portée. Et pour la faire, il faut faire très attention. Très attention pour ne pas bouger les fondamentaux, les piliers sur lesquels la République est fondée. Est-ce que votre préalable, vous m'excusez, est-ce que c'est un préalable important à poser ce que vous dites là? Ce préalable-là est très important. J'ai suivi tout à l'heure Maître Orula dans ce jeu sémantique, révision et amendement. C'est un jeu sémantique? Oui. Lorsque vous prenez la Constitution de notre pays, vous ne verrez pas le mot amendement. Vous verrez le mot révision de la Constitution. Donc, de la révision de la Constitution. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous verrez ensuite la procédure pour la révision. Mais lorsque vous prenez le mot amendement, vous allez alors dans la procédure législative, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, comment est-ce que les lois sont votées, comment est-ce que les lois sont étudiées à l'Assemblée nationale. C'est à ce niveau-là que vous verrez que la Constitution donne aux députés le droit d'amendement. Donc, il s'agit bel et bien d'une révision de la Constitution et non d'un amendement. Soyons vigilants. Ne vous laissez pas tromper, peuple béninois. C'est très important. Premier, deuxième élément. Troisième élément maintenant. Voyez-vous en 2006. En 2006, nous avions déjà assisté à ça, où les gens nous disaient non, c'était un simple amendement de la Constitution pour permettre aux députés d'aligner leur mandat sur celui du chef de l'État. Vous vous rappelez? Tout à fait. Et la Cour constitutionnelle a rappelé le législateur à l'ordre en invoquant un principe à valeur constitutionnelle qui est le principe du consensus national. Donc la Cour constitutionnelle était partie dans l'esprit de la conférence nationale. Pourquoi il y a eu la conférence nationale et comment est-ce que cette constitution a été adoptée? Donc toutes les fois que nous sommes appelés à toucher cette constitution-là, ne devons pas oublier cette décision très importante de la Cour constitutionnelle de 2006. C'est très important. Donc, ceux qui se hasardent à faire des propositions et à déposer à l'Assemblée nationale tout en avançant qu'ils veulent faire un amendement de la Constitution, il ne faut pas les laisser faire. Il faut que les intellectuels surtout de gauche, parce qu'aujourd'hui il y a aussi les intellectuels de droite, ceux qui soutiennent ceux qui sont au pouvoir, les intellectuels de gauche, qui restent les plus nombreux aujourd'hui, se mobilisent pour que le débat soit fait. Il faut que les populations se mobilisent. Parce que la Constitution, c'est notre volonté de vivre ensemble. C'est ce que nous avons décidé de faire en 90. Donc toutes les fois qu'il est question de toucher cette Constitution, nous devons être tous consultés. C'est très important. Il faut aussi que les hommes politiques de l'opposition soient vigilants, les députés
de l'opposition, il faut qu'il soit vigilant. Surtout, il ne doit pas oublier que l'acte du 4 avril 2017 est resté gravé dans les mémoires des Béninois. Donc cet exploit-là doit être réitéré. Maintenant, quatrième élément pour finir, c'est que, vous voyez, Maître Rouna l'a aussi abordé, nous avons à la tête de notre pays aujourd'hui un groupe d'hommes et de femmes qui sont décidés à violer la Constitution. C'est le regard vraiment de l'universitaire? Oui, c'est le regard de l'universitaire que je suis. Parce que vous avez une succession d'actes de violation de la Constitution qui se suivent depuis 2016. Cela doit nous interpeller. Et la situation s'est aggravée encore à partir des dernières décisions que la Cour constitutionnelle a prises. Donc cela doit nous interpeller et par conséquent, nous ne devons pas laisser ceux qui sont au pouvoir actuellement toucher cette constitution. Parce que si cette constitution est touchée, la conséquence sera dramatique et grave pour la nation. N'oubliez pas que oui, il est possible que quand la constitution sera touchée, qu'on nous parle de la naissance d'une nouvelle république. N'oubliez pas ça. Et ce qui peut permettre à celui qui est au pouvoir aujourd'hui de remettre le compteur à zéro c'est et de repartir de plus belle à partir de 2021. Non, ce n'est pas une suspicion. C'est pas une suspicion. La doctrine a prévu cette possibilité et l'a encadré. Mais lorsqu'on prend les points, Nathalie Kitty, oui, mais quand on voit même la démarche, oui, est-ce que ce n'est pas suffisamment rassurant? Je comprends la réaction d'un certain nombre de citoyens, mais quand je suis l'universitaire, je me dis, mais avec vous, on serait plus rassuré quant à la portée et le sérieux de la démarche. Il n'y a plus d'assurance aujourd'hui. Il n'y a plus d'assurance aujourd'hui avec le régime de la rupture. Vous êtes péremptoire? Oui, mais je suis péremptoire, je le dis. Nous pouvons faire le débat avec ceux qui sont là. Ils ont des intellectuels universitaires. Parmi eux, voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui ne respecte aucune règle. Je vous dis la vérité. Que ce soit les règles constitutionnelles, que ce soit la doctrine que nous étudions, tout ça à l'université que nous respectons, que ceux qui sont passés à la Cour constitutionnelle ont respecté, cette doctrine et cette constitution ne sont plus respectées. Par conséquent, on ne peut plus faire confiance. On ne peut plus faire confiance à ceux qui sont là aujourd'hui qu'une fois la Constitution révisée, ils ne pourront pas mettre le compteur à zéro. Il y a à peine quelques semaines, il y a un député qui avait fait une déclaration ici. Le député Dakpe Sossou. Rappelez-vous, il avait fait une déclaration, il disait que le chef de l'État fera 5 ans. Et fera encore, je pense, 14 ans ou 12 ans en plus. Donc, dans quelle idée il se trouvait en faisant cette déclaration-là? Est-ce que ce n'est pas le moment de manifester la conséquence juridique qui doit amener le chef de l'État à faire ce qu'il disait? Donc, pour ces raisons-là, l'université a appelé à être prudent. Ah oui, Maître Aloro, la confiance, le crédit. Confiance en République du Bénin, il paraît que ça n'existe pratiquement pas. C'est l'état des suspicions. Et sur la question, on a comme l'impression que c'est ce à quoi on assiste. Face à votre vis-à-vis, l'université, j'ai posé la même question tout à l'heure, mais il s'est expliqué. Et vous pensez aussi sérieusement que les Béninois ont raison d'être prudents? D'abord, je voudrais saluer la démarche de l'universitaire, que les événements ont sorti de ses gonds, parce qu'évidemment, on a une présomption de modération, de pondération. Et quand l'universitaire, dans une démarche tout à fait scientifique, rationnelle et calme, alerte sur les dangers que nous courons, eh bien, moi, je dis bravo. Je dis bravo en disant que il ne s'agit plus de suspicion, sans compter le fait qu'on ne prête qu'aux riches, mais il s'agit de faits avérés. Tout à l'heure, j'ai utilisé une expression qui vous a choqué. J'ai dit on ne bricole pas avec la Constitution. Tout à fait. Et ce n'est pas moi qui bricole avec la Constitution. Le fait de vouloir toucher tout le temps, pour un oui ou pour un non, à la Constitution, n'est pas compatible avec l'immutabilité, entre guillemets, de cette loi fondamentale. Ce n'est pas une loi sur laquelle on revient par commodité. Lorsque la Constitution pose le principe de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un principe universel.
Pourquoi prétexter de ce que, pour mettre une loi discriminatoire, même si c'est une discrimination positive dont le fond reste à désirer d'ailleurs, on doit bousculer la Constitution. Ce n'est pas à la Constitution de se conformer aux caprices des uns et des autres. Même s'ils sont élus, c'est à eux de se soumettre à cette Constitution. Et il y a un point saillant qui a été relevé, effectivement, je l'ai dit un peu de manière désordonnée, mais j'accompagne la démarche. La Constitution ne prévoit pas d'amendement. C'est la révision ou rien du tout, et c'est ce que je vous ai jeté brutalement. Alors, pour rester sur le fond du sujet, le gouvernement, je vais dire le régime, les hommes politiques, nos représentants, nos responsables aujourd'hui, ont démontré qu'ils ne se soucient pas de la Constitution. La preuve en est que lorsque la Cour constitutionnelle avait recadré un certain nombre de dispositions anticonstitutionnelles votées par le Parlement, qui aurait dû le savoir, vous savez bien, eh bien, le gouvernement a ignoré ces décisions. Et quand la nouvelle mandature de la Cour est arrivée, le président Joe Benoît a été élu, et je dis que c'est vrai, quelle que soit la sympathie qu'il m'inspire, ce n'est pas orthodoxe qu'un ministre emblématique d'un gouvernement qui a foulé aux pieds les décisions de la Cour constitutionnelle soit désigné de cette manière très maladroite et suspecte, puisqu'il aurait pu être désigné par le président de la République, il a été désigné par le Parlement, d'où la complicité dont je parle. Et qui se retrouve à la tête de l'institution, dont les premières décisions consistent non seulement à déclarer conforme à la Constitution les lois qu'il a fait voter en tant que garde des Sceaux, je vais parler du Code pénal par exemple, donc faisant de lui juge et partie. Ensuite, voilà une Cour constitutionnelle qui se transforme en cour d'appel et qui revient en peu de temps sur les décisions qui ont été rendues par la précédente Cour, qui venait même à peine de sortir. Une manipulation, une machination qui les discrédite et qui les disqualifie dans la légitimité de vouloir toiletter ou amender notre Constitution. Le problème est plus profond. Les députés actuels ne sont pas libres. Leur opinion... Ça, je voulais pas poursuivre. Vous parlez, quand on prend le cas d'espèce, Maître Alain Oula, nous avons connu des grands hommes. C'est vrai, le temps prend l'homme parfois à l'usure, mais je ne crois pas qu'il s'agit de leur cas. Vous prenez le président, Bruno Amoussou, Antoine Kola-Oledi, Mathurin Kofinago, les autres, jetez les noms à raison. Joël. Mais non, vous n'allez pas dire ça de ces grands hommes. Nous prenons de notre temps. Oui. Et nous prenons des risques à venir débattre. Tout à fait, tout à fait. Et il y a un temps pour la courtoisie et un temps pour la vérité. Ah, c'est ce que je veux bien savoir. Un grand homme, oui, c'est un homme qui sait résister, quelle que soit la tempête, et qui s'arc-boute sur les principes. Ouais. Le président Bruno Amoussou, qui est qualifié de renard de Diakotomé, renard, ça veut dire qu'il s'adapte aux circonstances. Ce n'est pas quelqu'un qui trace une voie et qui reste ferme dans l'option. Le président Kola-Olé, il a varié. C'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je ne veux pas jeter d'opprobre. Mais toujours est-il que si, pour avoir été élu sous un régime qu'il soutenait, il se retrouve brutalement basculé dans l'autre camp, il y a déjà un problème. Nous savons à quel point certains députés sont tenus. Parce que si vous savez que le Parlement est un refuge et qu'on y envoie des gens avec beaucoup d'affaires et qu'il faut lever les immunités, il ne faut pas les lever, etc., ils sont tenus, ils ne sont pas libres. Et quand bien même on considérait qu'ils sont libres, ils ne sont pas responsables. Parce que, à 6 mois de la fin de leur mandat, même s'il y a un principe de continuité, on liquide les affaires courantes. Ce n'est pas à la veille de son départ qu'on pose un problème aussi crucial et fondamental que la révision de la Constitution qui a été refusée. Le prochain Parlement est peut-être plus apte à poser ce problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les prétextes. On ne peut pas dire, voulant réviser la Constitution, non, que c'est des sujets mineurs, ça va être chirurgical. Il n'y a pas de sujet mineur quand il s'agit de la Constitution. Même pour déplacer une virgule dans notre Constitution, on doit regarder ça de très près. Donc, venir dire que c'est des réformes mineures, ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Il n'y a pas de petits détails dans la Constitution. Et maintenant, allons voir
le fond du sujet. Ouais, avant, on va le fond du sujet. C'est le point saillant. Mais quel point saillant? On commence par la peine de mort. La peine de mort. Elle n'est plus appliquée au Bénin depuis des décennies. Tout à fait. Elle a été mais dans abrogée. Les tests, elle a été on paraît de mauvais élèves. La peine de mort a été instituée par une ordonnance, donc de notre code pénal. Et le code pénal est réformé par la loi. La loi a été déjà votée pour abroger officiellement cette peine de mort qui n'est plus pratiquée. Il n'y a pas une obligation de l'inscrire dans la Constitution. Même avant ça, il faut préciser que l'application était tombée en désuétude. Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Et puis, au vote du code de procédure pénale, dans la procédure de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle a tué la peine de mort. Je veux dire... Le Bénin a ratifié la convention sur... Absolument, c'est-à-dire... des droits civils... Pour gagner du temps, la peine de mort, qui n'est plus pratiquée, a déjà été tuée et enterrée avec l'adoption du code pénal. Il n'y a aucune obligation à l'inscrire dans la Constitution, et si tant est qu'il y a une obligation, il n'y a plus aucune urgence pour ce faire. La discrimination positive, c'est-à-dire favoriser des nuls sous prétexte qu'ils appartiennent à un genre, c'est un débat qu'on doit mener. Moi, je l'ai dit. Non, attendez, je n'ai pas dit. Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Non, c'est pour comprendre. Ce n'est pas moi. Les téléspectateurs suivent, ils veulent comprendre. Les téléspectateurs suivent. La discrimination positive, c'est ce que ça veut dire. Vous risquez de faire développer la mésandrie chez les Non, c'est eux qui le font. Attention, laissez-moi finir. Aucune femme ne demande à être protégée par une loi pour être élue députée. La loi la protège déjà. C'est eux qui instrumentalisent. Ce que j'appelle la médiocrité, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est-à-dire, comme telle catégorie est sous-représentée, nous allons faire des rachats pour qu'elle puisse participer. Et on dit, le principe de l'égalité en droit entre hommes et femmes posé par la Constitution empêche l'adoption de cette loi dont nous n'avons pas encore débattu, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de loi pour qu'il y ait une représentativité des femmes. Il y a des problèmes à régler à la base. Il faut déjà faire des efforts pour que les femmes soient un peu plus scolarisées. Il faut faire des efforts, que tous ceux qui sont promoteurs de cette loi fassent la démonstration de ce que, dans leur quotidien, ils font une bonne promotion. Moi, je veux être représenté par de bons députés, qu'ils soient hommes ou femmes, grands ou petits. Si c'est un homme qui fait mal, c'est un mauvais député. Si c'est une femme qui fait bien, c'est très bien, c'est un excellent député. Mais encore faudrait-il qu'il soit candidat et qu'il s'impose. Avant de voter cette loi, il y a Marie-Élise Bédot qui a été candidate à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle trouvera un parti pour la porter? Soyons pas hypocrites. On ne va pas l'assister. Vous avez parlé de Réki Amadougou, vous avez parlé d'un certain nombre d'autres de femmes et d'Amazon qui sont disponibles, qui veulent compétir. Mais pourquoi on ne les nomme pas au gouvernement? Pourquoi on ne les nomme pas à l'Assemblée ici et là? Ne soyons pas hypocrites. Donc, je reviens, mais voilà. sur ces questions, il a dit beaucoup d'aspects importants. J'ai bien envie d'avoir le regard de l'université, oui. Non, pas au-delà de ça. Je veux savoir, est-ce que cette démarche vraiment constituerait l'arbre qui cacherait la forêt? Je crois bien. Pour plusieurs raisons, dont celle que Maître Roula... Donc vous apportez votre caution au point évoqué? Pas Maître Roula. Je voudrais ajouter ceci. Oui. C'est que la Constitution n'apporte pas de solution à tout. La Constitution pose des principes. Il revient maintenant aux législateurs d'apporter des solutions qui ne figurent pas dans la Constitution. Dire qu'il faut réviser la Constitution pour que les femmes... Amender. Moi, je dis réviser la Constitution pour que les femmes soient plus représentées à l'Assemblée nationale est un faux problème. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle la Convention constitutionnelle. La Convention constitutionnelle, c'est un accord des acteurs politiques. C'est une sorte de révision politique qui leur permet de compléter les dispositions de la Constitution ou de les préciser. Dites-moi, qu'est-ce qui empêche les hommes politiques béninois aujourd'hui de se réunir et de dire, pour les élections législatives de 2019, nous allons aligner les hommes et les femmes de manière paritaire? Quelle est
la Cour constitutionnelle qui va déclarer ces listes-là contraires à la Constitution. Elle n'existe pas ici. Mais il se trouve qu'ils ne le font pas. Alors, ils ne le font pas. Oui. Premier élément. Deuxième élément. Lorsqu'on vous dit aux femmes, nous allons réviser la Constitution pour qu'elle soit plus représentée, mais elle a dit que c'est dans la Constitution qu'il faut régler le problème de positionnement sur les listes. Positionnement de manière verticale ou bien de manière horizontale. Quand il doit avoir 4 postes de députés, Oui. j'aligne 4 hommes titulaires, 4 femmes suppléantes, il y a parité ou bien il n'y a pas parité? Il y a Parité. Vous dites Quand que... j'aligne 2 hommes titulaires, 2 femmes titulaires, 2 hommes suppléants, 2 femmes suppléants, il y a parité ou bien il n'y a pas parité? Il y a parité. Maintenant, l'autre problème, est-ce que dans cette circonscription électorale, mon parti politique est aussi influent pour élire un député? Et qui est-ce que j'ai aligné premier? Est-ce que c'est l'homme ou bien la femme? Si, dans la circonscription électorale, mon parti politique est influent pour élire un député et j'aligne l'homme, premier titulaire, j'aligne une femme, deuxième titulaire, on va aux élections, c'est l'homme qui sera élu, la femme ne sera pas élue. Donc Si, la on femme... si on le fait ainsi, dans toutes les circonscriptions électorales, vous verrez aucune femme à l'Assemblée nationale. Donc le problème, ce n'est pas de réviser la Constitution pour dire qu'il faut respecter la parité. Le problème, c'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Elles militent dans les partis politiques de manière très active. Elles fassent lever les pesanteurs sociologiques qui les empêchent de militer dans ces partis politiques de telle manière que à l'endroit où les listes de candidatures seront élaborées, elles y seront. Et si elles sont là, elles sont influentes, elles seront positionnées sur la liste. Oui, Je pense que Maître Alain, voilà. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Mémé Rosy Soglo n'a pas besoin d'une loi pour être élu député. Oui, plus d'une fois. Et chef de parti. Oui, ça c'est vrai. Et je pense que si ce combat est à mener... Il y a aussi une femme Pierre D. Qui oui, voilà, si ce combat doit être mené, il aurait pu être porté par ces braves Amazones. Donc il ne faut pas qu'on nous trompe, il ne faut pas qu'on se leurre. L'égalité est le meilleur contrat. La parité, ça commence à poser problème. La discrimination positive, encore plus. Donc, il y a ce débat de fond. Il faut pas. Il faut déjà faire la promotion de l'Institut des droits des femmes, institué par le président Yahi Boni, et qui n'a pas été fonctionnel en tant que ça. Il faut déjà travailler pour que les mentalités accueillent davantage la scolarisation. Hein? On ne va pas passer d'une ère où il n'y a pas du tout d'électricité à l'ère nucléaire. Il faut que les filles, tout soit mis en œuvre pour que nos sœurs, nos enfants-filles soient scolarisés. Pour faire en sorte que le vrai goulot qui empêche les femmes de s'engager, c'est parce qu'elles n'ont pas toujours la carapace pour aller dans ce monde dont on dit qu'il est sans pitié et qu'il est crapuleux. Voilà la vérité. En tout cas, parole d'homme, un monde sans pitié, crapuleux. Pourtant, le Bénin, oui, le politique, on a compris. Le Bénin a connu des Amazones qui ont été plus que des hommes. Il faut leur faire confiance. Elles seront montrées ce dont elles sont capables. On poursuit le débat. Un autre point, pas des moindres évoqué chez les invités, je vous le cite, il s'agit du point relatif à la création de la Cour des comptes. Maître Aoléola, le Bénin là-dessus a été mauvais élève. Si d'autres se sont illustrés positivement, il n'y a que le Bénin. Le Mali sont restés à la traîne par rapport à un engagement pourtant pris devant l'UEMOA. Et cette fois-ci, les députés ont décidé d'aider l'État à rentrer dans les normes. Mais ils font partie de l'État. Vous voyez, c'est à cause du vice, de l'atmosphère viciée, qu'on est obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain. Comment ça? Je vais dire, effectivement, la Cour des comptes s'impose, bien qu'il y ait eu un débat sur le fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de réviser la Constitution avant d'instituer ou de créer la Cour des comptes. Mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Ça a été l'argument exhibé par le précédent régime pour soumettre un projet suspect de révision de la Constitution. On a dit non. Et qui a dit non? Les chantres de la rupture. Argument au point. Vous avez rappelé l'histoire. Absolument, pour dire qu'on n'a pas absolument besoin de réviser la Constitution avant d'instituer la Cour des comptes et qu'il y a question de timing, question de méthode. Rien n'a changé. Mais non, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas des chantres de la rupture, il s'agit des députés. Je dis bien qu'aujourd'hui, la vigilance est d'autant plus aiguë que ce régime a fait
démonstration de sa volonté téméraire d'aller jusqu'au bout sans état d'âme. Il y a des preuves de violation constante et récurrente de la Constitution et de l'esprit de consensus qu'il y a autour de cette Constitution. Parce que le bloc de la majorité parlementaire, je vous dis, il ne faut pas banaliser. Nous jouons trop dans ce pays aux apprentis sorciers. On dit bloc de la majorité parlementaire, mais ce bloc est disqualifié parce que c'est des députés en fin de mandat. C'est des députés qui ont fait la preuve qu'ils ne sont pas libres et qu'ils s'arriment pour ne pas avoir de soucis. Leur seule préoccupation, c'est que, même pas réélus, ils ne peuvent pas y compter, que leur immunité parlementaire ne soit pas levée. C'est tout. Vous avez un autre président demain qui dit le contraire de ce que dit le président Talon. C'est les mêmes qui viendront au premier rang applaudir, comme ils l'ont fait. Moi, je n'ai pas peur de citer les noms. Un député comme le député Kassa, par exemple, qui a dit que Yahi Boni est Dieu sur terre, et qui, du jour au lendemain, renie complètement Yahi Boni. Mais qu'est-ce que vous voulez avoir de constant et de Nathaniel Kiti, oui, la création de la Cour des comptes. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je pense que sur ce point, il y a une directive de l'UEMOA qui demande à ce que les pays qui n'ont pas cette cour fassent l'effort d'en avoir. Mais il y a aussi les contraintes liées à chaque État. Et il y a aussi les réalités de chaque pays. Moi, ce que je propose à ce niveau, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de réviser la Constitution pour avoir une Cour des comptes. Voyez-vous, jusqu'en 2001, je pense, où la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin a créé, je pense, les chambres administratives au niveau des tribunaux de première instance et les chambres d'appel administratives, cours d'appel administratives. Je pense qu'il faut imiter cette modalité-là et créer aussi au niveau des tribunaux de première instance les chambres de comptes, il faut le faire. Et puis au niveau des cours d'appel, créer aussi ça. Maintenant, pour renforcer le contrôle de la bonne gouvernance au niveau local et au niveau intermédiaire. On ne réforme pas tout. On ne réforme pas tout. On réforme ce qu'il faut et on conserve ce qui vaut. C'est Disraeli qui a dit ça. C'est très important de le savoir. On réforme partout? On ne réforme pas tout. On réforme ce qu'il faut et on conserve ce qui vaut. Ce qui vaut aujourd'hui, c'est notre Constitution. Avec cette Constitution, nous avons connu une stabilité. Quand elle sera touchée pour ces questions subsidiaires, c'en est fini pour la cohésion nationale. Celui qui viendra demain, là, par n'importe quel prétexte, va encore la toucher. Et nous allons rentrer dans un cycle très vicieux qui peut conduire à un affrontement violent. Donc, ce qui vaut là, c'est cette Constitution. Vous pensez que le Bénin n'a pas dépassé cette étape-là? Non, si on doit réviser la Constitution, ce n'est pas pour ces questions d'enjeux mineurs qu'il faut réviser la Constitution. C'est des questions d'importance capitale. C'est pourquoi on parle même de révision capitale et de révision latérale. Vous voyez, ce sont des questions d'importance capitale. Et je vais maintenant aller directement sur la question concernant l'organisation des élections générales. Oui, ben, c'est sur cette question, je voudrais justement voir la transition à travers ce que vous avez dit, question capitale. Là, les élus du peuple ont exprimé leur volonté d'aider l'État béninois à finir avec, vous le permettez, cette pagaille qu'on observe autour des finances publiques. Trop de dépenses, trop de dilapidation de fonds, alors permettre à ce qu'on en arrive à économiser un peu des sous pour l'État béninois. Est-ce que le jeu, Nathaniel Kiti, n'en vaut pas la chandelle? Je vais interpeller le peuple béninois. Peuple béninois, nous sommes dans une démocratie représentative. Ce qu'on appelle démocratie représentative, là, c'est que le peuple élit ses représentants. Vous allez élire vos représentants sans les élections? Premier élément. Deuxième élément, le régime politique
nous sommes dans un régime présidentiel. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Lorsque vous prenez la Constitution donne suffisamment de pouvoir au chef de l'État pour que sans une majorité à l'Assemblée nationale, il puisse gouverner. C'est inutile de chercher à organiser les élections générales pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. Non, c'est inutile. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime présidentiel. Et au-delà de ça, et cet élément, il est très très important. Il faut que les députés sachent que l'alignement du mandat du président de la République sur celui des membres de l'Assemblée nationale là, règle un problème dans les régimes parlementaires. Et dans les régimes présidentiels, ça ne règle aucun problème. Aucun problème. Parce que il y a une valeur pédagogique dans ce qui est dans la Constitution actuelle. On revient sur la valeur pédagogique. Oui. La valeur pédagogique, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. Le chef de l'État fait 5 ans. Les parlementaires font 4 ans. Celui qui vient au Bénin ici, 2 ans ou 1 an après, il doit affronter les élections législatives. Donc cela permet aux citoyens de l'évaluer. Et cette évaluation-là est pédagogique pour lui. L'évaluation va lui permettre de corriger ses politiques publiques. Ce qui peut l'aider aussi à conquérir le deuxième mandat. C'est très important. Mais lorsqu'on aligne le mandat des députés sur celui du chef de l'État, pensant qu'il aura une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner, c'est inutile et ça va entraîner une mauvaise gouvernance à l'Assemblée nationale. C'est le regard de l'universitaire, Maître Alain Roulin, l'analyste, qui a beaucoup vu sur le continent. Pensez-vous là qu'on s'est trompé? Les députés, leur préoccupation majeure, c'est d'aider l'État à commencer par voir un peu de quoi régler les problèmes de quotidien, le mieux vivre. Je n'y crois pas. Un traître mot. Non mais, écoutez, je ne spécule pas. Les preuves sont là, les faits sont là. Est-ce que des députés qui ont voté à l'unanimité un budget, il n'y a même pas eu un fou pour contester, qui, quelques mois après, c'est le gouvernement lui-même qui sollicite un collectif et qui le réduit, c'est le ministre Bianchiani qui est allé, et on a voté ça en douce. Est-ce que des députés qui se sont trompés à ce point méritent encore qu'on leur fasse une confiance aveugle? Non. Et il y a d'autres faits. S'ils veulent faire des économies à l'État, je crois qu'il y en a beaucoup parmi eux qui auraient des sous à restituer à l'État. Beaucoup. Ça, beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup qui vont à l'Assemblée pour ne pas être rattrapés par les affaires. Il y a beaucoup qui s'alignent politiquement derrière le chef de l'État pour ne pas avoir des soucis judiciaires. Donc, il y a une niche d'économie à faire à ce niveau. Moi, je suis un citoyen que les élections répétées ne dérangent pas. L'essentiel, c'est de réduire le coût de ces élections et nous savons aussi quelle est la gabegie qui est à ce niveau. Je pense que quand on voit les dizaines de milliards qui ont été gaspillés dans la confection de la lépie, etc., et que tous ces sous sont passés dans les frais les frais de mission, etc., il y a des sources d'économie à faire à ce niveau. Mais quand des élections sont organisées, il faut qu'elles le soient pour qu'il y ait une vivacité de la démocratie. Un président élu, c'est à dessein que ça a été fait, il vient trouver un Parlement avec sa majorité. Il travaille à convaincre ce Parlement, pas à le soumettre. Et s'il travaille bien, il déroule son plan d'action du gouvernement, il n'y a aucun problème. Et le Parlement l'accompagne. Et s'il ne travaille pas bien, il faut que le peuple ait la possibilité de lui envoyer des signaux. Comme par exemple, le privé d'une majorité dans le cadre d'élections législatives, mais 2 ou 3 ans après. Donc, tout ça est fait à dessein. Et pourquoi vouloir coûte que coûte aligner? Donc, vous voyez aussi la privation de contrôle citoyen qui pourrait être fait lorsque on maintient les choses dans l'État. La belle preuve en est que le président Talon est venu trouver un Parlement, mais qui a un bloc de la majorité présidentielle qui s'est constitué au sein de ce Parlement. On n'a pas eu besoin d'élection. Donc, ça veut dire que le phénomène existe. Il ne faut pas qu'on trouve d'autres prétextes. Mais le vrai problème à ce niveau, c'est vouloir allonger encore une fois
le mandat des parlementaires pour qu'ils puissent se jouir davantage. Je crois que 4 ans, c'est déjà pas mal. On a connu dans ce pays des parlements de 3 ans renouvelables. C'est vrai, ça s'appelait l'Assemblée nationale révolutionnaire, où le mandat était de 3 ans, mais ça n'a pas empêché le pays de tourner. Non, tout ça, c'est des gadgets. Le vrai problème, c'est qu'il faut qu'à tous les niveaux, nous prenions conscience de l'intérêt général à privilégier plutôt que de chercher à faire plaisir aux chefs ou à se maintenir dans un cocon, dans un statut. Arrêtons de jouer avec notre pays, avec les instruments de notre pays, parce qu'on trouvera toujours des arguments pour, des arguments contre. Vous avez parlé de démarche républicaine. Il y a longtemps qu'on a rompu, même avec la République, il y a longtemps qu'on a rompu avec la légalité. Au Bénin ? Bien sûr. Il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Rompu avec la République. Mais on a rompu avec la République. La République, ce n'est pas la dictature des gouvernants. La vraie République, comme je sais qu'il en existe un peu partout ailleurs, les dirigeants sont très soucieux de l'image qu'on leur envoie, de l'opinion qu'ils peuvent avoir. Vous avez l'impression que les dirigeants actuels s'en moquent pas mal ? En tout cas, c'est sans état d'âme qu'ils avancent là où ils veulent avancer. Dans une république normale, ce qui s'est passé lors de l'échec du projet de révision de la Constitution, où l'honorable Roselyne Soglo a dit publiquement qu'ils ont été démarchés, qu'ils ont été corrompus pour voter, pour voter la révision de la Constitution, et qu'il n'y a eu aucun commentaire par la suite. Une république dans laquelle on corrige les décisions d'une cour constitutionnelle sans état d'âme, où on va trouver 2 requérants fantomatiques et on en profite pour se saisir d'office, parce que allez lire les décisions. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de finesse. Les choses sont faites de manière ostentatoire, voilà, et puis on se moque. Et quand vous n'êtes pas d'accord, on vous soumet. Donc, ce n'est pas ça la République. La République, c'est de savoir que même la minorité. Moi, je ne veux pas entrer dans les querelles politiques pour dire à opposition, ce n'est pas le problème. Mais de dire quand même qu'on doit tenir compte de la raison, qu'on doit tenir compte de l'opinion. Par exemple, d'autres citoyens qui pensent que ça peut se faire autrement. Quand on ne respecte pas cette opinion, quand dans la République, on ne veut pas tenir compte de la minorité, y compris même de la grande majorité, on a déjà rompu avec la République. La République, c'est vivre ensemble. Alors, Nathaniel Kiti, l'innovation que le bloc de la majorité parlementaire compte imprimer pour la République reste juste un vœu. Ce n'est pas une innovation. En démocratie, on négocie. Oui, on négocie. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous fait dire que si on aligne le mandat des députés sur celui du chef de l'État et qu'on va aux élections en 2021 ou en 2020, le chef de l'État aura la majorité à l'Assemblée nationale? Rien ne vous fait dire ça. Donc, tout est possible. Lorsqu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, on négocie et on convainc par ses politiques publiques. On ne cherche pas à avoir une majorité de force. Parce que à tourmenter sans répit l'homme le plus doux du monde, on finit par les griller. Merci à vous, Nathaniel Kiti. Maître Alain Rolla, ce fut un plaisir, 100% BD. Vous n'imaginez pas, le temps est presque terminé. Il ne nous reste que à vous demander votre mot de la fin et pour conclure. Écoutez, en guise de conclusion, je voudrais rappeler que c'est démocratiquement que Hitler a été élu et a conduit l'Allemagne vers ce nazisme, vers cet extrémisme. Qu'il y a beaucoup de dictateurs qui ont été légalement portés au pouvoir, qui ont été adoubés par la République, mais qui l'ont cassé. Il ne faut pas se réfugier derrière le droit, la légalité d'une démarche républicaine pour permettre que la République casse. Et c'est pour ça que j'invite tous les citoyens, les gouvernants aussi, à une certaine vigilance, à un sursaut, pour faire les choses bien et non pas pour mettre en place des stratégies politiciennes. Merci à vous, Maître Alain Rolla. Oui, Nathaniel Kiti. Je pense que je l'avais dit ici une fois que la guerre a envahi le pays où Dosso, le lépreux, était seul resté. Il s'indigna. Si je n'apparais pas à ces hommes, cela leur ferait croire qu'il n'y a âme qui vivent ici. Il faut que les Béninois soient vigilants.
Il faut que les hommes politiques, surtout de l'opposition, soient vigilants. C'est très important. Il faut que les intellectuels parlent. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Donc, lâchons-nous, libérons nos pensées, participons au débat. Sinon, ce qui se prépare là est dangereux pour notre nation. Merci Nathaniel Kitty, merci à vous, maître Alaoula. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir, vous l'imaginez. On se retrouvera demain avec le même enthousiasme. 100% Bénin, le numéro du jour, c'est complètement terminé. Je me demande s'il faut encore la citation du jour. Vous avez été vraiment gavés. Ce matin, il y en a eu. Je vais simplement ajouter ce petit mot de Jean-Louis Mouret, écrivain et politicien suisse. Je le cite, « Celui qui détruit la joie de son prochain n'en est pas lui-même digne d'en goûter. » Et la nature se charge de lui en priver. 100% Bénin, merci d'avoir été des nôtres. À très vite.